Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être aussi nombreux à notre notre deuxième webinaire Creusot, puisque le premier c'était mardi. On avait proposé donc deux dates pour faciliter à nos clients ou autres partenaires une facilité sur les dates et les horaires. Et donc l'objectif qu'on avait justement en vous proposant ce premier webinaire, c'était de vous apporter des solutions concrètes pour rebondir à l'issue ou pendant toute crise, la crise sanitaire bien entendu qu'on vient de vivre ou qu'on est encore en train de vivre, hein, avec les répercussions que ça a, ou toute autre crise que peut subir une entreprise tout au long de sa vie, puisqu'on sait que c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et donc, on s'est réunis au sein de Michel Creusot entre plusieurs experts, qu'ils soient comptables, juridiques, sociales ou autres spécialités, pour justement voir comment on pourrait intervenir auprès de nos clients et les accompagner et leur donner les meilleures solutions pour essayer de sortir du mieux possible de cette crise et retrouver un allant et une activité pour le moins bénéficiaire et retrouver la forme avant la période troublée. Et donc, on va vous proposer 5 conseils clés. Je vais peut-être laisser Laure vous présenter ces 5 conseils, hein, et qu'on va se répartir justement en présentation entre Georges Dacugna, Laure Martin et puis moi-même. Oui, alors 5 conseils clés. Donc le premier, un diagnostic précis. Pour le deuxième, on abordera la stratégie, une stratégie dynamique et adaptée. Pour le troisième conseil, donc, des solutions de financement appropriées. Quatrième point, un pilotage rigoureux. Et un cinquième conseil sur la communication interne et externe d'ailleurs, claire et rassurante. Alors pour le premier, ouais. Ouais, juste peut-être avant de démarrer cette première partie, hein, sur le diagnostic précis et un sondage, je vais peut-être donner la parole quand même que Georges peut-être puisse se présenter et donner peut-être aussi une petite introduction avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Laure, je suis expert comptable commissaire aux comptes au sein de Michel Creusot et j'ai contribué avec plusieurs experts, comme l'indiquait Stéphane, à la préparation de ce support et de ce qu'on peut vous offrir en termes d'accompagnement pour sortir la tête haute de cette crise. Voilà. Merde. Allô? Oui. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Ah oui, j'ai cru qu'il y avait un petit souci technique, mais non, prévisiblement c'est bon. Donc je vous propose qu'on démarre donc par ce premier conseil qui est un diagnostic précis, et puis donc de commencer par un sondage, hein. Vous allez pouvoir, Laure va nous afficher un sondage dont la question est avez-vous établi un diagnostic financier et organisationnel depuis mars 2020? Donc si vous pouvez effectivement répondre en cliquant sur la réponse oui ou la réponse non, ça nous permet comme ça de voir à peu près comment c'est réparti au niveau des entreprises. On laisse quelques secondes supplémentaires. Ok, donc je ferme le sondage. Nous avons 25% de oui, 75% de non. Ah, ça change un petit peu de mardi. On était à 50-50 hein, sur ce sondage où la moitié avait déjà établi un premier diagnostic, et puis l'autre partie, on était sur un système un peu français, le 50-50, et assez traditionnellement au niveau des réponses, que ce soit sur des élections, des sondages, à peu près la norme. Donc, je pense que c'est important justement d'appuyer un peu sur cette utilité d'un diagnostic précis, et on va essayer d'y répondre avec plusieurs questions. La première question, c'est pourquoi finalement un diagnostic, c'est de se dire que c'est quand même un prérequis indispensable, parce que
il est important pour chaque entreprise, chaque chef d'entreprise, de connaître sa position réelle pour pouvoir décider ensuite où il veut aller, où il va pouvoir aller et emmener son entreprise. Comme dit, j'aime bien reprendre cette expression de Sénèque qui dit « il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où aller ». C'est vrai qu'il faut absolument pouvoir déterminer sa position pour ensuite pouvoir envisager d'aller ou de tirer un cap. Donc, ce diagnostic précis, il est forcément nécessaire. Il faut s'assurer pour vous que même si la situation elle est complexe, elle est perturbée, elle est certainement surmontable. Donc ça, c'est un premier temps, c'est s'assurer de ça. Et deuxièmement aussi, c'est plutôt se rassurer finalement qu'il y a des solutions de rebond qui existent et que on va pouvoir les mettre en œuvre pour justement repartir. Donc faire un état des lieux précis de l'entreprise, c'est important. Prendre le temps aussi d'établir donc la situation avec tous les effets de la crise à une date bien déterminée. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Et bien entendu, le diagnostic, il est parfois un peu provisoire ou à l'instant T parce qu'il peut évoluer en fonction, effectivement, est-ce qu'on est totalement sorti pour l'entreprise de la crise? Est-ce qu'on est encore dedans et qu'on subit encore les effets qui sont négatif, et donc il faudra effectivement l'adapter ou le refaire quelques temps plus tard pour avoir un diagnostic beaucoup plus récent à chaque instant donné. La deuxième question qu'on va pouvoir se poser sur cette notion de diagnostic, c'est pour qui, quelle va être quelle est l'attention vers qui on va vouloir se tourner avec ce diagnostic. Là aussi, la première chose, c'est d'abord pour vous, pour l'entreprise, vous, chef d'entreprise, et vos associés éventuels, c'est important que vous ayez la connaissance de la situation de l'entreprise. Il nous semble que la deuxième personne vers qui on doit se tourner, c'est quand on a des salariés, c'est les salariés de l'entreprise, avec que ce soit les responsables, les managers, les ouvriers, les employés. Communication qui nous semble indispensable pour les informer, pour les rassurer tant que possible, et puis aussi les conserver si tant est qu'ils avaient des doutes sur la capacité de l'entreprise ou la pérennité de l'entreprise. On y reviendra un peu plus sur la dernière partie que nous présentera alors, justement sur cette communication. Il est aussi important que ce diagnostic il soit tourné à l'intention de vos partenaires privilégiés. Alors, on a mis en priorité l'expert comptable, nous-mêmes, mais souvent parce qu'on l'aura certainement réalisé avec vous, ce diagnostic. C'est important qu'on vous accompagne et qu'on soit avec vous pour pouvoir l'évaluer complètement. Après, forcément, on va aussi pouvoir le partager avec les établissements bancaires si on sollicite leur intervention. C'est important qu'on puisse leur fournir un diagnostic très, très précis de la situation. Souvent aussi vos fournisseurs, si on leur réclame des délais de paiement ou leur dire qu'on a des difficultés, et là aussi il faut être capable de pouvoir leur dire exactement la situation de l'entreprise pour avoir un vrai dialogue avec eux. Le bailleur, si vous avez un bail commercial ou un autre type de bail et de location, là aussi ça peut être important si vous souhaitez discuter avec lui, voire reporter des échéances, pourquoi pas solliciter même une remise. Là aussi il sera certainement attentif à ce que vous lui fournissiez des éléments clés de l'entreprise sur cette période. Et puis ça peut être aussi vos clients, parce que vos clients peuvent aussi être inquiets et il faut savoir les rassurer en fonction de l'activité qu'on est amené à pratiquer. Et donc, nos mots d'ordre ou les conseils qu'on peut vous donner face à une situation financière complexe, c'est d'être transparent, d'avoir une vision claire de la situation de votre entreprise. Et puis aussi, et c'est important pour pouvoir rebondir, de porter une vision optimiste sur l'avenir et puis proposer des solutions concrètes mais surtout réalistes. Voilà, ça c'est quelque chose de très important pour pouvoir rassurer tout le monde. Et puis après, la troisième question, on peut aussi se poser cette question de savoir qu'est-ce qu'un diagnostic précis. Donc, pour nous et pour pouvoir vous présenter quelque chose de très pertinent, il faut détailler les impacts immédiats de la crise sur l'entreprise,
La première chose, c'est de pouvoir mesurer la perte de chiffre d'affaires ou les pertes de marché que l'entreprise a subies sur la période et risque peut-être encore de subir. S'il y a des pertes aussi de stock, certaines activités avec des stocks périssables, ben, malheureusement, ils ne peuvent plus tous les utiliser ou les revendre. Hein, et ou des stocks aussi de saisonnalité, ben, la saison est passée, elle est perdue, et c'est pas forcément les mêmes articles qu'on va proposer la saison prochaine. On peut aussi avoir des retards accumulés sur les chantiers, sur les missions et prestations donc on peut être amené à faire. Et puis, il faut aussi qu'on prenne à l'inverse les mesures de soutien que l'entreprise a obtenues, les mesures d'État ou avec les organismes sociaux, et puis voir aussi s'il n'y en a pas d'autres qui pourraient être encore sollicitées. Là aussi, on va y revenir. Georges vous en parlera par la suite. Après, il est important aussi sur cette période-là de pouvoir calculer la perte d'exploitation liée à la fermeture ou à la période de perturbation forte, puisque toutes les entreprises n'ont pas forcément fermé, mais on peut quasiment assurer que la 95% des entreprises ont subi une déperdition sur cette période de crise sanitaire. Donc, calculer la perte d'exploitation à un instant T, hein, mais aussi éventuellement, comme on le disait tout à l'heure, à un horizon prochain, tant que les effets de la crise sont encore présents. Et puis, on parle de perte d'exploitation, on peut aussi parler de baisse de la marge bénéficiaire, parce que toutes les entreprises vont pas forcément se retrouver en déficit. Certaines vont avoir plutôt une baisse de leur rentabilité significative. Et pour autant, même si ce n'est pas une perte, ça peut avoir des conséquences qui seront difficiles à supporter parce que il faut aussi du résultat si on a des engagements financiers, si on est en plein remboursement ou financement de ces investissements, que ce soit le rachat d'une entreprise, le fonds de commerce ou des investissements lourds. Forcément, si on a une baisse de la capacité financière de l'entreprise, aussi en tenir compte parce qu'on risque d'avoir des soucis de trésorerie à terme. Donc, voilà, donc, important de bien faire un point sur votre situation et la rentabilité de l'entreprise. Diagnostic précis, c'est aussi la situation de trésorerie à l'instant T et son évolution probable sur les quelques mois prochains. Là aussi, on va y revenir dans la partie plutôt consacrée au pilotage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, comme toute maladie, celle-ci, elle évolue. Et il est donc important de revoir le spécialiste et de refaire un diagnostic de l'entreprise régulièrement. Et là, on ne peut que vous conseiller aussi de vous rapprocher de votre expert comptable pour faire ce diagnostic. Et donc, sur ce premier conseil clé, qu'est-ce qu'on peut donner comme clé de réussite, justement? Il nous semble qu'un diagnostic précis, c'est le point de départ d'un rebond réussi. Et donc, il faut pour ça avoir toutes les cartes en main pour que vous puissiez, en tant que chef d'entreprise, prendre les bonnes décisions. Il est important qu'à l'appui de ce diagnostic, vous puissiez communiquer avec les forces vives de l'entreprise et les partenaires privilégiés. Hein. On a parlé déjà de montrer la connaissance exacte, que vous êtes bien au courant de votre situation, que vous avez tous les chiffres en main. Ça permettra d'apporter de la transparence et de la confiance envers ses partenaires. Et puis aussi, on a parlé de délivrer une vraie attitude, une attitude optimisme pour pouvoir emmener les gens avec soi. Donc, ce qui est important finalement, c'est d'être vous convaincu et convaincant que la situation, quand bien même elle est complexe, elle va être surmontable et qu'il y a des solutions de rebond qui existent et que vous allez proposer. Et donc, nous allons justement voir ces solutions, ce qu'on peut vous proposer. Et je vais donc de fait passer la parole à Georges pour la suite et peut-être alors pour le lancement du deuxième sondage de la matinée. Merci Stéphane. Donc, le deuxième conseil que l'on souhaite vous donner porte sur la stratégie dynamique et adaptée. Et donc, pour ce faire, on vous propose un sondage où on vous demande si vous avez révisé votre stratégie au cours des 3 derniers mois. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Ça ne bouge plus au niveau des réponses. Donc, on a 67% de oui, 33% de non. Alors, 75% de oui, 25% de non, finalement. Je partage
les résultats du sondage. Alors, Différent de mardi, on était à 50-50 aussi mardi. Oui, effectivement. Voilà. Tu peux donc, poursuivre, Georges. merci. Donc, sur notre stratégie, voilà, vous êtes plutôt majoritaire à avoir évolué sur votre stratégie depuis les 3 derniers mois. Donc, c'est là où on parlait effectivement de dynamisme de la stratégie. Les crises, comme on peut l'avoir subi, montrent bien que notre stratégie n'est pas quelque chose de durable dans le temps et qu'il faut être agile. Donc, ça nécessite de revoir notre stratégie et ce qu'on est capable de proposer en termes d'offres de produits et de services. Vous faites pas sans doute partie, pour ceux qui ont voté oui, de ceux qui ont dû revoir leur offre de service. Alors, ça peut passer par la mise en place d'un service Drive, la création d'un site internet pour faire de la vente en ligne, et assurer un service de livraison aux clients là où vous ne faisiez pas avant. C'est ceux qui font par exemple de la vente à emporter pour les restaurateurs. On a bien vu pendant cette crise que chaque entreprise a pu se réinventer et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il faut se réinventer régulièrement et que notre stratégie ne peut pas être figée dans le temps. On a également vu apparaître dans notre stratégie des nouvelles méthodes de travail. Il y en a certains qui ont subi le télétravail, d'autres qui l'avaient déjà mis en place et qui l'ont renforcé. Donc on voit bien que le fonctionnement de l'entreprise évolue et doit être flexible pour faire face à tous les aléas, y compris les aléas brutaux comme on a pu subir dernièrement. Ça implique également éventuellement de revoir les temps de travail, les aménagements des horaires. Parce que si on met en place un service de drive, on peut peut-être pas ouvrir le magasin dans les mêmes conditions avec l'effectif qui reste stable. Si quelqu'un est en livraison, il peut pas être dans le magasin. Donc ça oblige à réfléchir sur ces systèmes d'ouverture d'horaires d'ouverture de vos entreprises, de vos magasins. Au même titre qu'aujourd'hui, on est obligé parfois de travailler en équipe réduite pour garder les distanciations. Donc on est obligé de travailler parfois en 2/8, là on travaillait uniquement sur la journée pour pouvoir maintenir la production à 100%. Voilà. Donc tout ça, c'est des mesures qui ont été prises, je dirais, dans l'urgence, mais qui peuvent avoir des impacts positifs dans la durée si on les adapte correctement au fonctionnement de l'entreprise. On parle aussi de relocalisation d'une partie de la production ou des sources d'approvisionnement en France. On a bien vu que la Chine, qui est à l'arrêt, nous a bloqués dans les appros. Donc, c'est peut-être réfléchir, est-ce qu'on n'a pas des sources d'approvisionnement en France ou de production qui nous permettent de ne pas être complètement dépendants. Alors, certes, il y aura une baisse, on continuera peut-être encore à s'approvisionner en Chine, mais il y aura un stock de sécurité qui pourrait être produit en France ou en Europe. Revoir sa stratégie, c'est aussi identifier les nouveaux besoins. Comme on le disait, comme le disait Stéphane tout à l'heure, on peut avoir des stocks qui sont devenus obsolètes ou périssables, donc il faut séparer. Donc, ce qui a un impact forcément sur notre trésorerie. Mais on a aussi des impacts positifs de renouvellement de stock pour répondre aux nouvelles demandes. On a vu des entreprises se reconvertir dans la fabrication de gel, dans la fabrication de masques, de plexiglas, différentes protections. Donc ce qui les a obligés à revoir un peu leur stock et leur approvisionnement. Mais on a aussi vu des cas plus atypiques comme les demandes de vélos électriques. Les gens se déplaçant en ville beaucoup plus en vélo ces derniers temps. On a eu des demandes accrues de vélos ou de matériel informatique pour faire le télétravail. Voilà, donc tout ça, ça nous oblige à réfléchir aussi sur notre politique de gestion des stocks et des besoins. On a aussi besoin de réfléchir dans les nouveaux besoins sur les besoins en termes d'investissement. Donc, par exemple, pour ceux qui ont développé un site internet ou un e-commerce, ils l'ont peut-être fait dans l'urgence, peut-être qu'il faut l'améliorer pour pouvoir perdurer dans le temps. Il y a certainement aussi des sujets en termes de production, d'approvisionnement, et on peut également avoir des opportunités de prix. Aujourd'hui, on a tous entendu parler que les constructeurs automobiles ont eu des grosses baisses de ventes. Il peut y avoir des opérations de déstockage, et donc c'est peut-être aujourd'hui le temps de renouveler son parc de véhicules, ou en tout cas une partie, là où on l'avait envisagé que l'année prochaine ou dans 2 ans, parce qu'on va avoir une opportunité de prix avec des remises qui seront beaucoup plus intéressantes. Dans la vision stratégique, il y a également les opportunités d'acquisition et de rapprochement. Donc c'est-à-dire qu'il faut scruter aussi vos concurrents, vos partenaires,
pour voir leur santé financière. Il y en a certains effectivement qui vont pas bien. Et donc c'est peut-être l'occasion pour vous de récupérer du savoir-faire, du matériel, du personnel, parce que vous allez avoir des concurrents qui seront un peu moins bien, qui vont manquer de trésorerie. Et si vous en avez un petit peu, c'est peut-être l'occasion de se développer à moindre coût. À l'inverse, si vous aviez un projet de cession, effectivement, il faut étudier la valorisation de votre société et peut-être de reconsidérer le calendrier de cession. Si vous aviez prévu de partir après d'ici 2-3 ans ou de vendre votre entreprise pour d'autres projets, il faut peut-être reconsidérer la question en fonction du diagnostic qui aura pu être fait, de l'impact de la crise, que la crise aura pu avoir eu sur la valorisation de votre entreprise. Bien évidemment, toute cette stratégie doit s'accompagner d'une adaptation des charges de structure. Donc, quand on parle de charges de structure, pour ceux qui le peuvent, c'est revoir notamment la stratégie immobilière. Donc, on a vu, on a des locaux, il faut peut-être repenser nos locaux. Est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'on ne peut pas les réduire ou les modifier, notamment avec le télétravail? Si on a des personnes qui viennent qu'à mi-temps dans les locaux, peut-être qu'on a besoin de moins de superficie. Donc, pour ceux qui le peuvent, c'est revoir la stratégie immobilière. C'est l'optimisation aussi de tout ce qui est frais de réunion et frais de déplacement. On a pu voir dans les sociétés qui avaient beaucoup de commerciaux sur la route qu'elles ont fait beaucoup d'économies pendant cette période, parce qu'entre les frais de déplacement, le temps perdu par les commerciaux, sans compter les risques aussi d'accidents, elles ont gagné beaucoup d'argent. Donc, il faut peut-être effectivement repenser la stratégie sur tout ce qui est frais de réunion, frais de déplacement. Un commercial, on a eu des commerciaux qui avaient vendu beaucoup mieux pendant la période de confinement que quand ils font des rendez-vous physiques. Donc, ce qui interroge quand même sur la stratégie de faire des rendez-vous en présentiel. Et donc, l'intérêt éventuellement de les laisser en visio, en télétravail une grande partie de leur temps et donc réduire les coûts aussi pour l'entreprise, pour un retour sur investissement qui est égal, voire meilleur. Bien évidemment, tout ça, c'est l'adaptation des charges de structure, c'est également pour réallouer ces économies dans les nouveaux outils. On parle effectivement de développement de site internet, de drive, de vente à distance, de stock. Donc, c'est trouver des économies pour pouvoir financer aussi ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes de travail, adapter aussi les licences informatiques. Si on demande aux commerciaux et à une partie du personnel d'être à distance, il va falloir peut-être reprendre des licences informatiques, etc. Donc, c'est revoir un peu l'allocation de vos charges pour pouvoir assurer le développement de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de nouvelles offres. Et bien évidemment, dans les charges, c'est également adapter l'effectif. Donc, alors on parle dans certaines entreprises de licenciement, voilà, donc c'est pour celles qui ont eu le moins de chance avec la crise. Mais nous, on veut plutôt être positif et c'est plutôt dire, voilà, nos charges de structure, on va peut-être avoir des nouveaux business qui vont arriver, donc il va falloir recruter des nouveaux profils, parce qu'on n'a pas les profils qui sont dans l'entreprise. Donc, il faut aller chercher des nouveaux profils pour s'adapter aux nouveaux business. Il faut aussi devenir peut-être un peu plus agile. Et donc, plutôt que de dire on embauche des salariés, c'est peut-être réfléchir à savoir si on ne doit pas recourir à l'intérim ou à la sous-traitance, qui sont des solutions plus simples pour pouvoir couper court quand on a un effet d'arrêt brutal comme on a pu l'avoir, ou moins brutal, hein, parce que là on parle d'une crise un peu inédite, mais on a toujours des moments cycliques où on a des baisses d'activité. Et donc d'avoir un recours à la sous-traitance ou à de l'intérim, ça permet d'alléger les coûts rapidement et ne pas subir la situation comme on a pu la subir dernièrement. Voilà. Donc pour finir sur nos clés de réussite sur la stratégie dynamique adaptée, donc voilà, c'est ce qu'on vous dit, il faut effectivement avoir une stratégie agile. Donc on vous a donné quelques pistes pour être agile et pouvoir agir rapidement. Et réviser régulièrement sa stratégie. Alors, vous êtes plutôt nombreux à l'avoir révisé sur ces derniers mois. Et voilà, là, vous l'avez peut-être révisé un peu par le cas de force majeure, mais il faut aussi s'astreindre à la réviser régulièrement quand tout va bien. C'est aussi avoir un accompagnement à la réflexion stratégique, ne pas être isolé. Donc, on voit souvent beaucoup de chefs d'entreprise qui sont seuls, qui sont isolés, qui ne savent pas, qui ne partagent pas leur stratégie. Donc, n'hésitez pas à la partager avec vos partenaires, avec d'autres entreprises de votre secteur, fédérations, syndicats,
groupement professionnel. Voilà. Donc l'essentiel, c'est de ne pas être seul, parce qu'on trouve souvent des bonnes idées auprès des autres. Et enfin, c'est partager l'information avec son environnement, donc ses cadres, ses associés, ses conseils, parce qu'il y a toujours du bon à prendre pour adapter sa stratégie. Voilà. Donc, je vous propose d'enchaîner tout de suite sur notre troisième conseil, donc qui porte sur les solutions de financement appropriées. Parce qu'effectivement, quand on parle de stratégie, on a souvent besoin, comme on le voyait avant, de trouver de la trésorerie. Donc on vous propose pour démarrer un sondage sur le PGE, donc prêt garanti par l'État, savoir si vous l'avez sollicité et surtout si vous l'avez obtenu. Alors, nous avons 75% de oui sollicité et obtenu et 25% non. Merci à tous pour votre participation. Donc, ce qui est surtout positif, c'est qu'on voit qu'il y en a, on n'a aucune personne qui a sollicité le PGE et qui ne l'a pas obtenu. Donc, ça, c'est plutôt bien. Je pense que ceux qui ne l'ont pas sollicité, c'est ceux qui n'avaient pas de difficulté de trésorerie immédiate ou à moyen terme. Donc, les premières solutions de financement, bien évidemment, donc c'est l'emprunt bancaire. Donc, aujourd'hui, il y a le PGE, donc qui est une solution souple et rapide. Donc, vous êtes plutôt nombreux à l'avoir sollicité obtenu, donc vous devez savoir qu'il est accessible jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, pour ceux qui l'ont déjà obtenu et qui n'ont pas atteint le plafond de 25% du chiffre d'affaires, sachez que vous pouvez éventuellement faire une deuxième demande ou une troisième demande tant qu'on est jusqu'au 31 décembre 2020 pour compléter le premier PGE que vous avez obtenu, tant que vous ne dépassez pas ce plafond de 25% de chiffre d'affaires. Parce qu'on a estimé un besoin, je vais dire, de 100 000 euros. Si au mois de septembre, vous voyez que votre PGE ne couvre pas totalement vos besoins et qu'il faut rallonger de 50 000 ou 75 000, n'hésitez pas à retourner voir vos partenaires bancaires et à solliciter une deuxième tranche de PGE. L'avantage du PGE, c'est qu'il y a un différé de remboursement de 12 mois et ensuite, c'est vous qui choisissez la durée de remboursement, soit immédiat, soit de 1 à 5 ans. Vous avez tous bien compris qu'il y a la garantie de l'État via la BPI qui est de 70 à 90%. Donc pour les PME, on sera plutôt sur du 90%. Et après, chose que souvent les entreprises ne savent pas, c'est que vous avez possibilité de décaler la libération du prêt si vous n'avez pas de besoin immédiat. C'est-à-dire que vous pouvez solliciter un PGE aujourd'hui pour 200 000 euros. Si vous avez un besoin immédiat de 100 000, vous pouvez débloquer 100 000 et les autres 100 000, vous les gardez sous le coude pour les libérer plus tard ou ne pas les libérer. L'avantage, c'est que vous avez l'accord de la banque et vous libérez en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est dans la négociation avec vos partenaires bancaires où il faut leur indiquer dès le départ que vous souhaitez la libération plus tard du PGE. Donc ça, c'est surtout pour ceux qui ont peur de dépenser l'argent un peu trop rapidement. Ça vous permet de garder ça au chaud à la banque. Bien évidemment, au-delà du PGE, il y a les emprunts classiques. Donc, on parlait tout à l'heure dans la stratégie, éventuellement d'opportunités d'investissement, d'opportunités de croissance externe. Donc, ces financements-là ne seront pas faits via un PGE. Le PGE est vraiment normalement fait pour une trésorerie à court terme pour assurer le financement client-fournisseur. Il n'a pas vocation normalement à financer de l'investissement. Donc, pour ça, il faudra plutôt avoir recours à de l'emprunt classique, en sachant que les taux d'intérêt ne sont pas encore remontés aujourd'hui, même si on avait des craintes. Et donc, il y a encore des opportunités de se financer à des taux intéressants pour assurer le développement et la survie de l'entreprise. Voilà. Et, il faut investir dans du personnel, dans du matériel. Donc, vous avez des opportunités de financement classique à des taux intéressants. Ça vous permettra notamment de convertir les opportunités de marché, donc ce qu'on disait tout à l'heure, le vente en ligne, le drive, qui vont vous demander des investissements. Après, si vous avez recours à de l'emprunt classique, j'attire juste votre attention sur le fait que le PGE rentre quand même en ligne de compte dans la capacité de remboursement des nouveaux projets. Donc, si vous avez sollicité un gros PGE et que vous avez un besoin de financement autre, faites attention à ne pas dépasser les ratios bancaires.
Dans les autres sources de financement, bien évidemment, on retrouve tout ce qui est apport en fonds propres, donc ce qui peut être par augmentation de capital, emprunt obligataire. Donc là, on est plutôt effectivement dans le cadre d'entreprises qui ont des stratégies de développement et d'opportunités. Après, il faut quand même attirer votre attention sur ces systèmes-là. C'est qu'aujourd'hui, les valorisations de nos entreprises peuvent être impactées, soit par des résultats et des rentabilités en baisse, soit carrément par des résultats déficitaires. Donc, si on fait appel à des solutions de financement en fonds propres ou en emprunt obligataire, on peut avoir un risque de dilution et de perte de contrôle. Voilà, donc, il faut juste être vigilant là-dessus. Et on revient sur l'aspect stratégique qu'on disait tout à l'heure sur la valorisation de l'entreprise. Vous pouvez également faire, si vous avez de la trésorerie disponible ou vos associés, faire des apports en compte courant. Donc là, on est plutôt sur de la financement à court terme. Alors, vous avez également des aides qui ont été fournies par l'État. On a tous vu apparaître de nombreuses aides, le fonds de solidarité, des prêts régionaux, subventions de 50% d'achat de matériel de protection. Donc ça, c'est toutes les mesures d'aide qui ont pu apparaître pendant le confinement. Mais ayez bien à l'esprit qu'il y a des aides qui vont être proposées et qui vont arriver encore. Si vous avez entendu à la radio, on a encore des nouvelles aides qui arrivent, y compris pour les particuliers. On va aussi avoir des aides sectorielles qui vont arriver. Alors, je pense notamment à tout ce qui est tourisme et restauration, où l'État est en train de réfléchir à comment les aider pour passer le cap. Et on a aussi des aides régionales qui sont en train d'arriver. Alors, sur la région centre, il y en a encore quelques-unes qui tombent, qui sont pas, on n'est pas la région où il y en a le plus, mais voilà. Et soyez vigilants sur les aides qui peuvent arriver, qui peuvent compléter vos financements bancaires. Ensuite, on vous conseille effectivement d'optimiser le financement à court terme. Donc, récupérer la trésorerie, emprunter, c'est bien, mais on a aussi des leviers en interne pour optimiser notre trésorerie. Donc, notamment maîtriser le recouvrement des créances clients. Donc, on se rend compte dans beaucoup d'entreprises que les créances clients ne sont pas forcément bien suivies, qu'il n'y a pas forcément de procédure de relance. Donc, c'est peut-être le moment de mettre en place ces procédures et d'optimiser et d'adapter son recouvrement client. Et aussi peut-être de réfléchir au rythme, au cadencement de sa facturation. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui facturent un peu tard, qui ne facturent pas forcément d'acompte. Donc, c'est peut-être revoir sa politique de facturation, se dire, bah tiens, moi, demain, je ne demandais pas d'acompte quand le devis était signé. Bah, peut-être que demain, il faut que je demande un acompte de 30% pour confirmer le devis, qui permet de récupérer de la trésorerie beaucoup plus rapidement et de solliciter un peu moins le recours au financement bancaire ou le recours en fonds propres. C'est peut-être repenser aussi sa stratégie de stock. Voilà, on avait notamment des gens qui avaient tendance à avoir des gros stocks ou des stocks qui n'étaient pas adaptés. Donc, c'est peut-être réadapter ces niveaux de stock. Ou au contraire, avoir des stocks, des nouveaux stocks voilà, c'était le cas tout à l'heure que je vous disais des vélos électriques. Bah, il faut peut-être en avoir un peu plus aujourd'hui parce que la demande va peut-être être un peu plus forte. C'est ceux qui se sont mis sur de la vente à emporter, bah, va falloir avoir tous les stocks d'emballage pour pouvoir faire la vente à emporter. C'est tout ça qu'il faut repenser pour adapter aussi son financement en face. Enfin, c'est maximiser le recours auprès de l'État. Vous avez sans doute tous eu recours au report de charges qui était proposé par l'État pendant la crise. Mais il ne faut pas oublier que ces recours auprès de l'État sont des recours faciles, qui permettent d'avoir de la trésorerie facilement et qui peuvent être aussi utilisés même en dehors des cas de crise. L'échelonnement de dette fiscale et sociale est toujours possible. Il suffit d'appeler l'URSSAF, d'appeler les impôts, de leur envoyer un mail. En général, ils vous accordent des échelonnements, même en dehors de périodes de crise, et donc qui vous permet d'avoir de la trésorerie rapidement. Donc pour revenir en fait sur les clés de réussite des solutions de financement appropriées, donc voilà. Donc ce qu'on vous mettait, la clé de réussite, elle est surtout sur rétablir ou assurer la confiance à l'égard des tiers. Donc c'est démontrer sa capacité de remboursement. On a le cas notamment du PGE, on avait certaines entreprises qui montaient des dossiers en mettant que les 12 premiers mois. Bah, les banques attendent aussi que vous soyez capable de leur démontrer que si au bout de 12 mois, vous ne remboursez pas votre PGE en intégralité, bah, vous soyez capable de le rembourser sur 1, 2, 3, 4, 5 ans. Là, c'est vous qui choisissez l'échéance.
mais c'est être capable de leur démontrer que vous pouvez aller au-delà des 12 mois. C'est mettre aussi en avant tous les efforts de l'entreprise et les perspectives de développement. Donc, c'est présenter les mesures qui ont déjà été mises en place, hein, on en parlait, c'est le report de charges, c'est l'activité partielle, mais c'est aussi parler des plans d'économie. On parlait des rendez-vous des commerciaux qui sont en visio au lieu d'être en présentiel, et donc une économie sur les frais de déplacement, c'est les baisses de loyer si vous mettez un peu plus de télétravail et donc vous réduisez votre surface. Voilà, donc c'est mettre en avant tous ces efforts financiers pour rassurer les partenaires. Et y compris les clients et fournisseurs qui, des fois, vous limitent les encours en fonction de vos bilans. Donc, n'hésitez pas à leur montrer les efforts que vous avez faits. Donc, c'est exposer aussi les facteurs clés de succès sur les développements et les opportunités de marché qu'on a pu identifier lors de l'adaptation de la stratégie. C'est anticiper les demandes des partenaires. On a eu beaucoup d'entreprises qui sont allées voir les banques en disant je veux 25% de chiffre d'affaires en PGE, qui n'ont pas justifié, qui n'ont pas argumenté. Et donc, forcément, quand vous arrivez devant votre partenaire bancaire et que vous proposez ça, ils vous regardent déjà en ayant un peu de doute. Donc, c'est avoir tous ces éléments-là. Et enfin, pour adapter les solutions de financement, il convient de se doter d'un pilotage précis et régulier qui permet d'argumenter votre demande de financement. Et donc, sur ce pilotage précis et régulier, je vais laisser la parole à Stéphane. Merci Georges pour toutes ces précisions importantes sur la stratégie puis sur les financements. Et c'est vrai que une fois qu'on a revu ou qu'on a adapté sa stratégie, qu'on a aussi mis en face les moyens de financement par rapport à cette stratégie, il va être important justement d'avoir un pilotage, un suivi de l'entreprise rigoureux. Donc là, pour ce quatrième conseil, on a aussi un petit sondage que Laure va vous afficher, permettre d'y répondre. Et ce sondage, c'est de savoir si vous disposez dans l'entreprise d'un tableau de bord et si oui, sous quelle fréquence, je crois qu'on en a proposé 3, mensuel, trimestriel ou hebdomadaire, donc il y en a qui le fassent à la semaine. Donc on vous laisse quelques secondes pour y répondre ou si vous n'en avez pas. Donc, comme on le dit, votre avis nous intéresse et les résultats du sondage vont nous permettre d'avoir une répartition des personnes présentes. On peut fermer le sondage puisqu'il y a 100% qui ont voté. Qui ont répondu. Ouais. Donc, afficher les résultats. Voilà, 50% oui hebdomadaire, 25% oui trimestriel et 25% aucun. Ah voilà, on les a. Donc, même hebdomadaire, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui suivent donc de manière pas toutes les semaines. Alors après, on va parler de ce qu'est un tableau de bord éventuellement, mais voilà, donc il y a déjà un suivi en partie pour certaines personnes. Donc, on va pouvoir justement parler de ce pilotage rigoureux que vous conseillez à avoir dans l'entreprise, d'autant plus dans une période troublée. Donc, c'est quoi un pilotage rigoureux? C'est d'une part de disposer pour l'entreprise d'éléments chiffrés pertinents avec une périodicité qui va être propre à votre entreprise et qui va surtout être appropriée à votre entreprise. Parce que ce qu'il faut quand même que globalement on ait à l'esprit, c'est que le niveau d'activité et le niveau de rentabilité de l'entreprise, ils ont été forcément perturbés sur ces derniers mois, dernières semaines. Ils vont peut-être être encore sur les semaines et les mois suivants, compte tenu de la consommation ou des nouvelles habitudes de nos clients, des nouveaux besoins. Et donc, les réflexes antérieurs qu'on pouvait avoir par l'expérience qu'on avait de notre entreprise, quand ça faisait plusieurs années, effectivement, qu'on avait à peu près la même activité, qu'on savait qu'on avait à peu près les mêmes charges et que la trésorerie était un indicateur peut-être finalement de bonne santé de l'entreprise, tout ça, c'est rebalayé et beaucoup plus difficile, à l'appui de quelques chiffres comme ça, de se faire une idée exacte de la rentabilité de l'entreprise. Donc, il est important de disposer d'éléments très pertinents. Ensuite, à partir de là, c'est un peu le mot d'ordre que toute entreprise ou tout chef d'entreprise doit avoir. Ça va être d'analyser ces chiffres, de réfléchir et puis de prendre des décisions. On va être plus sur des actions. Alors,
on parle d'actions quotidiennes ou hebdomadaires, mais c'est vrai que voilà, il y a une réflexion qui va se faire de manière beaucoup plus importante et régulière parce qu'on est vraiment sur des choses tout à fait nouvelles. On revient dessus, mais c'est très important de dire qu'il ne faut pas rester isolé. Le chef d'entreprise ne doit pas rester isolé. Et c'est vrai que chez Michel Creusot, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont soit artisans, commerçants ou professionnels libéraux, qui n'ont pas forcément de salariés ou peu de salariés et qui ont peu de personnes pour se retourner et discuter avec elles de leur entreprise, si ce n'est souvent, et nous on le conseille, de revenir toujours vers leur expert comptable, leurs collaborateurs, enfin les personnes avec qui ils sont en contact souvent pour le suivi de leur entreprise, parce que voilà, c'est important de pouvoir justement, avec des gens qui ont une expérience diversifiée, qui ont d'autres clients, pouvoir sortir des réflexions, des solutions à leur entreprise. Donc ça, forcément l'expert comptable, je dirais le partenaire privilégié, mais aussi son banquier, pour avec lui trouver des financements, des solutions adaptées. Et on parle d'échanger aussi, ça peut être avec vos confrères, Georges en a parlé, vos concurrents, pourquoi pas, là pour connaître les nouvelles tendances de votre activité, de votre métier, les nouvelles habitudes, les modes de consommation vont pouvoir être modifiés, et puis le niveau d'activité justement, parce que dans certaines activités, on n'est pas revenu certainement et de loin au niveau préalable. Donc voilà, ça c'est important d'aller chercher de l'information pour se rassurer ou pour le moins voilà, pouvoir prendre des décisions. Et puis là aussi, le pilotage rigoureux, c'est de s'assurer que votre entreprise, elle est en capacité de retrouver une activité bénéficiaire. C'est important que toute entreprise, à un moment ou à un autre, elle soit plus sur donc une pente positive et pas l'inverse. Voilà. Et donc, dans ce pilotage, il y a des outils et on va vous en proposer et vous en présenter rapidement les outils qui nous semblent, nous, indispensables. Donc, c'est prévisionnel d'activité, trésorerie, un calcul de seuil de rentabilité, le fameux tableau de bord, éventuellement des situations intermédiaires. Et puis, ce qui nous semble être indispensable aussi, au final, c'est la réunion stratégique ou les réunions stratégiques. Donc, on va, dans ces outils de pilotage, commencer par le prévisionnel d'activité trésorerie. Donc là, le prévisionnel d'activité, une fois qu'on a fait un diagnostic précis, puisque pour pouvoir faire un prévisionnel et un suivi de trésorerie, un plan de financement, il faut partir déjà de diagnostic précis de la situation de l'entreprise. Et à partir de là, on va pouvoir le faire sur peut-être différents scénarios, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas exactement sûr de l'activité qui va être produite sur les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, il faut envisager plusieurs hypothèses d'activité. Envisager des scénarios plutôt prudents, même si on est de nature optimiste, il faut aussi voir si globalement, voilà, l'activité, elle sera jamais qu'à 90% de ce qu'on avait antérieurement, voir ce que ça peut engendrer comme résultat sur la période de prévisionnel. Bien entendu, ne pas oublier d'intégrer les remboursements que vous aurez à faire des aides que vous avez pu obtenir, qui sont des aides pour la plupart remboursables. Et puis, au fur et à mesure que les chiffres clés vont sortir, chaque mois, chaque semaine, chaque trimestre, d'ajuster ou d'adapter ce prévisionnel. Et puis de là, une fois que j'ai adapté mon prévisionnel, je vais aussi éventuellement revoir mes partenaires financiers pour adapter les financements. Un deuxième point qui est aussi important au niveau d'un outil de pilotage, c'est le seuil de rentabilité. Le calcul de seuil de rentabilité, c'est un élément qui est quand même important et essentiel pour toute entreprise, parce qu'il va permettre de déterminer pour votre entreprise le chiffre d'affaires à réaliser au cours d'une période, souvent une année ou un mois, donc ce chiffre d'affaires à atteindre pour être à l'équilibre. Quand on parle d'équilibre, c'est avoir un résultat à zéro. On appelle ça aussi des fois un petit peu, c'est un peu moins joli, mais c'est le point mort, c'est-à-dire que c'est le point où l'entreprise fait zéro de résultat et puis dès que je dépasse ce chiffre d'affaires, je rentre dans une rentabilité positive. Et donc, c'est vrai qu'à partir du calcul de ce nouveau seuil de rentabilité, parce qu'il y a des chances qu'il ne soit pas tout à fait le même qu'il était sur l'année 2019, on va pouvoir justement avoir un objectif à atteindre, voire à dépasser, et de savoir exactement à quel moment je génère du profit en tant que chef d'entreprise. Et à partir de là aussi, une fois qu'on connaît ce seuil de rentabilité, on va éventuellement pouvoir mettre en place des actions
des réflexions pour abaisser ce niveau de seuil de rentabilité parce qu'il est très forcément en phase avec les charges fixes. Hein, et forcément, si je baisse ou si je fais une action sur mes charges fixes pour les limiter, je vais aussi baisser le niveau de chiffre d'affaires à atteindre pour pouvoir faire du bénéfice. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une vraie vision sur ce seuil de rentabilité au niveau de l'entreprise. L'outil peut-être encore le plus indispensable finalement dans une période comme ça troublée, c'est le tableau de bord, parce que le tableau de bord, c'est l'instrument clé d'aide à la décision pour toute entreprise. C'est un indicateur de performance hein, à un moment donné, selon une périodicité qui va être appropriée à votre entreprise. On parle souvent, c'est mensuel un tableau de bord, mais on a vu que certaines personnes parlaient de tableau de bord hebdomadaire. Alors, après, tout dépend ce qu'on y met aussi. Hein, je ne sais pas si la personne qui fait un tableau de bord hebdomadaire va jusqu'à la rentabilité de son entreprise toutes les semaines où elle le fait plutôt mensuellement. Mais ça peut être aussi trimestriellement parce que bon, certaines activités nécessitent une vision au trimestre. On n'est pas forcément obligé toutes les semaines ou tous les mois de se pencher dessus. Donc, ce tableau, il doit être synthétique et reprendre le niveau d'activité de la période qui vient de s'écouler et les résultats de cette période. L'objectif, c'est du niveau d'activité de ressortir de la marge et de la marge après, enlever les charges fixes, les charges personnelles et d'arriver à un résultat le plus précis possible sans pour autant mettre en œuvre une comptabilité ou des calculs très précis. Ça va vous permettre de contrôler si les objectifs fixés sont atteints, puis de comparer donc l'activité par rapport aux mois précédents, aux années précédentes, hein, et aussi de pouvoir faire des prévisions sur les mois à venir et la rentabilité espérée. Une fois qu'on a un tableau de bord sur 3, 4, 5 mois, il est assez facile de se dire, tiens, si sur août, septembre, octobre, je peux espérer faire tel chiffre d'affaires, voilà qu'est-ce que ça donne en termes de résultats et de rentabilité pour l'entreprise. Donc voilà, ça peut servir, mais de prévisionnel, mais réellement que sur quelques mois, on ne peut pas se faire un tableau de bord pour 5 ans, c'est pas l'idée. Voilà. On parle aussi, après, au-delà du tableau de bord, pour si on souhaite aller beaucoup plus loin au niveau de l'entreprise, de situations intermédiaires, voire de reporting. Là, on est plus sur des entreprises plus structurées avec souvent un service comptable en interne. Hein. Alors, ça peut donc faciliter d'aller encore plus loin dans le détail, mais c'est vraiment s'il y a un besoin très très précis, sinon le tableau de bord qui est bien réalisé permet d'avoir quand même des informations très pertinentes. Et donc le dernier point de ce pilotage rigoureux, c'est quelque chose qui est indispensable, peut-être quand bien même on n'aurait pas mis tous les outils éventuels en place ou de façon très 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 précise, même si on peut que vous enseigner d'avoir un suivi régulier, c'est la réunion stratégique. Alors vous allez me dire, réunion, je vais me réunir avec qui si je suis tout seul dans mon entreprise? Vous allez vous réunir avec votre expert comptable, un partenaire quelconque ou pourquoi pas des gens avec qui vous pouvez échanger. Vous pouvez aussi le faire tout seul, rien ne l'empêche, mais c'est un moment clé qu'il faut pouvoir donc se réserver donc dans tout processus de pilotage. Toujours pareil, à l'appui de ces outils de gestion des indicateurs de performance dégagés, ça va être de faire une analyse, une synthèse et une réflexion pour faire piloter et donc prendre des décisions, parce que l'objectif d'un pilotage, c'est d'adapter son pilotage, d'adapter sa vitesse de croisière, hein, d'adapter éventuellement le cap qu'on s'est fixé par rapport aux chiffres, aux éléments qu'on vient de ressortir, de refaire finalement une révision de ses axes stratégiques, de son plan d'action. Georges a parlé tout à l'heure de la vision stratégique. Finalement, un pilotage et les outils de pilotage nous amènent à devoir réfléchir et puis de reprendre des décisions, de les maintenir à celles qu'on a prises, de se dire on est sur la bonne voie, sur la bonne route, donc voilà, je maintiens le cap, ou alors non, et je prends des décisions, peut-être que je peux alléger certaines charges, ma masse salariale, parce que finalement, je m'aperçois que par rapport à mon chiffre d'affaires antérieur, j'ai peut-être plus autant besoin la masse salariale représente un impact plus fort qu'avant, ce qui n'est pas logique. Il faut peut-être prendre des décisions malheureusement dans ce sens-là, qui peuvent être temporaires, hein, mais pour autant, voilà, ça doit absolument vous amener à apprendre à réfléchir. C'est pas juste en recevant les chiffres puis on fait rien, non. De là, on réfléchit et on agit et forcément, l'expert comptable est à votre disposition pour ça. Et donc, si on peut parler après de clés de réussite, donc d'un pilotage rigoureux,
nous, ce qu'on en ressortait quand on a préparé ce webinaire, c'est de dire qu'un pilotage rigoureux et approprié va conduire au rebond et va forcément ou certainement conduire au succès. Parce qu'en période d'incertitude sanitaire et conjoncturelle, la mise en place et le suivi d'outils de gestion, c'est indispensable, c'est forcément décisif, on ne peut pas faire autrement. Il faut s'assurer que votre entreprise elle est en capacité de retrouver une activité bénéficiaire et forcément, il faut avoir des indicateurs clés pour piloter votre entreprise, pour prendre la bonne direction. Et puis, à ce titre, forcément, Michel Creusot, on est à votre côté pour vous accompagner, notamment avec notre offre Objectif Rebond. Là aussi, en préparant, mais en amont même de préparer ces séminaires, notre volonté, c'était de pouvoir proposer à tous nos clients une offre qui permette à tout chef d'entreprise d'être accompagné et vers cet objectif du rebond. Et un peu notre thématique, c'était ensemble, vous et nous, de trouver les solutions à votre rebond. Et donc, c'est cet objectif rebond. Vous aurez accès, on vous enverra déjà, d'ailleurs, vous l'avez déjà à disposition dans ce webinaire. C'est donc une plaquette qui va vous présenter les étapes clés pour piloter la sortie de crise. Et puis, une offre d'accompagnement de Michel Creusot pour être présent à vos côtés et puis vous accompagner selon votre souhait d'accompagnement, plus ou moins important et en fonction de vos besoins. L'important, c'est de mettre les bonnes solutions dans votre entreprise. Voilà à ce niveau-là. Et ce que je vous propose, c'est de passer au conseil numéro 5, notre dernier conseil que Laure Martin, notre responsable communication et marketing, est la plus appropriée peut-être ou la plus expérimentée pour pouvoir vous parler d'une communication claire et rassurante. Oui, merci Stéphane. Effectivement, il nous semblait important d'aborder aussi cet aspect communication, même brièvement. Donc, on a un dernier sondage à vous proposer, donc, qui est: avez-vous communiqué auprès de de qui exactement? Donc, si on lance le sondage, c'est vos salariés, vos clients, vos partenaires ou pas de communication. Je peux fermer le sondage. Donc, on a 67% vers les salariés, 100% vers les clients, 67% vers les partenaires. Je partage les résultats. Donc, c'est plutôt bon signe. Voilà. Effectivement, la communication a son importance, donc aussi bien en interne qu'en externe. Et vous savez certainement qu'en tant qu'employeur, vous avez l'obligation d'assurer la sécurité et la santé physique et morale des travailleurs. Donc, en termes de communication interne, ça se traduit par des mesures concrètes, comme par exemple la mise en place du télétravail, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, de masques en cette période, l'annulation de certaines réunions ou le report de voyages professionnels. C'est aussi en communication interne l'information à vos salariés, donc par des consignes officielles, mais aussi vous pouvez communiquer sur les mesures mises en place en interne et les précautions à prendre, par exemple pour les déplacements. Communiquer aussi en interne, c'est rassurer les salariés, hein, on l'a dit tout à l'heure, et c'est de pouvoir répondre à leurs questions. C'est aussi diffuser de bonnes informations en privilégiant la clarté et l'efficacité, et donc faire preuve de transparence, comme l'ont dit précédemment Stéphane et Georges. C'est aussi la communication interne, diffuser largement, donc vous pouvez utiliser plusieurs canaux, comme si vous avez un intranet, mais aussi une newsletter par exemple, ça peut être une newsletter interne, ou par le biais du webinaire, très en vogue en ce moment, ou bien même plus simple peut-être l'affichage, voilà, dans vos locaux. Ensuite, en termes de communication, c'est bien sûr
pouvoir communiquer aussi à l'externe. Donc, on l'a dit plusieurs fois tout à l'heure, c'est ne pas rester isolé, oser communiquer, communiquer auprès de vos clients, de vos partenaires, de vos fournisseurs. C'est de communiquer subtil et utile, comme je peux le dire, avec donc transparence, comme on l'a dit. C'est aussi de ne pas essayer de passer pour un super-héros, mais plutôt jouer la carte de l'humilité. Voilà. Ensuite, c'est restaurer la confiance et l'image de l'entreprise, très important. Donc, montrer que l'on a envie de résoudre le ou les problèmes. Et pareil, vous pouvez utiliser différents canaux de communication. Donc, votre site internet, si vous en avez un, vos réseaux sociaux aussi, si vous en avez. Ça peut être aussi l'emailing et un outil aussi très pratique qui est Google Business. Vous pouvez communiquer sur vos horaires d'ouverture s'il y a des changements ou même votre activité. Voilà. Donc, c'était un point assez bref sur la communication, mais important. Je vous laisse nous poser des questions si vous en avez par le biais de l'onglet questions ou du chat. N'hésitez pas. Donc, en tout cas, merci Laure sur cette partie communication que certaines entreprises, des fois, peuvent négliger leur faute de temps ou voilà, ou faute d'être à l'aise pour le faire, parce que c'est vrai que c'est pas permis à tout le monde de publier, de poster sur Internet donc l'image de son entreprise ou autre. On sait parfois le faire sur Facebook entre amis, mais c'est vrai que de faire une communication qui soit pertinente et donc qui va bien passer auprès du public, ben, c'est des fois compliqué. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Chez nous en interne, Laure intervient auprès de certains clients pour les conseiller et les aider. Mais c'est vraiment important de ne pas négliger cette communication. On a vu beaucoup d'entreprises, de nos clients ou d'autres, effectivement, aller beaucoup plus sur les réseaux sociaux sur ces périodes-là, que ce soit pour proposer du drive ou pour toute chose, pour au moins communiquer sur le fait que l'entreprise est ouverte, qu'elle prend toutes les mesures sanitaires adéquates pour accueillir ses clients. Et finalement, c'est important d'abord, ça rassure vos clients, puis en même temps, ça fait de toute façon de la publicité. Donc, c'est jamais perdu. C'est sûr. Donc, je sais pas, on n'a a priori pas de questions non, pas de questions, particulières. Non. Mais bon, on a un petit peu dépassé le temps prévu, mais bon, je pense que c'était aussi important de bien détailler toutes ces 5 conseils clés qu'on vous propose pour rebondir et piloter votre entreprise en sortie de crise. On a vu que la plupart d'entre vous avaient déjà pris certaines mesures. Je pense que certainement qu'ils ont aussi peut-être besoin d'assistance pour autant être accompagnés et donc être sûr ou s'assurer eux-mêmes qu'ils ont pris les bonnes décisions ou réfléchir avec d'autres partenaires, et on l'espère, n'hésitez pas à solliciter le cabinet Michel Creusot pour vous accompagner dans cette démarche-là, cette réflexion, ce pilotage, parce que c'est une période qui est compliquée, où beaucoup de questions peuvent se poser, plein de choses vont encore évoluer, vont bouger, et on est sûr de rien. Donc il faut absolument être rigoureux dans cette période troublée. Vous le verrez, dans l'objectif rebond, on a parlé on a pris l'image d'une fusée parce qu'on pense qu'il y a plusieurs étages dans cette sortie de crise, justement. C'est important. Je pense que tout le monde n'est pas encore au dernier étage de la fusée en orbite avec un retour donc à la plénitude de l'entreprise, à sa pérennité assurée. Donc il y a quand même de là quelques encore semaines, mois, peut-être années pour justement retrouver cette sérénité qu'on vous souhaite à tous. Georges, je ne sais pas, tu as peut-être quelques mots aussi à apporter sur ce webinaire. Stéphane, tu as été très clair. Moi, ce que je vous conseille juste, voilà, comme je vous disais dans la stratégie, c'est d'être agile et de savoir s'adapter régulièrement et surtout de ne pas rester isolé. C'est le mot qu'on a souvent mis. N'hésitez pas à partager avec vos conseils d'autres chefs d'entreprise de votre secteur. C'est important dans ces moments-là de ne pas rester seul.
Voilà. Voilà, ça permet de faire de l'émulation et puis de rester certainement optimiste, même si des fois c'est compliqué pour certains. On le sait que ça sera compliqué pour certains, mais on sait aussi que le rebond est là pour d'autres et pour la grande majorité, on va réussir à sortir de cette crise et voilà, et revenir à des choses plus sereines. Laure, tu avais le mot de la fin? Non, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut fermer ce webinaire. Sachez que vous retrouverez en fait le support de présentation, on vous l'envoie par mail. Et vous avez une enquête aussi qui vous sera diffusée à l'issue du webinaire. Donc, si vous pouvez y répondre, voilà. On vous remercie par avance. Donc, merci de votre présence. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers habituels chez Michel Creusot pour vous assister, vous accompagner. Et on vous souhaite une bonne continuation, plein de bonnes choses et à très bientôt. Merci de votre présence. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.